Merci aussi au CDI du lycée Ella Fitzgerald, qui est un endroit délicieux où travailler chaque jour. Et enfin, merci à tous ces amis avec qui nous avons l'occasion de débattre et qui nous permettent de mettre nos idées au clair. Merci aussi à Pierre-Edouard, qui a bien voulu m'accompagner dans cette conférence. Et on va commencer peut-être par deux petites précautions oratoires. La première, c'est que nous ne sommes pas des spécialistes de la question. Donc, en ce qui me concerne, par exemple, il y a certains aspects techniques qui me dépassent complètement. Mais on a essayé de faire ce qu'on pouvait pour appréhender des choses parfois un peu complexes et les rendre peut-être un peu moins indigestes. Et on essaiera aussi d'éviter la position qui consiste à prédire ou à dire ce qui va se passer dans le futur. Mais on va plutôt essayer de faire une critique des prédictions dans une position qui va se situer en gros par rapport à l'intelligence artificielle entre la panique déraisonnable dont certains font preuve et l'optimisme béat dont d'autres font preuve aussi. Donc en introduction, je voulais poser peut-être d'abord un petit constat. Un constat qui va d'abord dire tout simplement qu'il y a une très forte présence de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans nos vies, c'est-à-dire dans nos vies quotidiennes, mais aussi dans des domaines importants comme le domaine médical. Et on a trouvé dans le rapport Villani deux chiffres qui nous ont paru intéressants. 2 tiers des Français disent ne pas savoir ce qu'est un algorithme, c'est-à-dire que là on est au cœur à peu près de ce qui va donner l'intelligence artificielle du point de vue technique. Et 2 tiers des Français se disent effrayés par l'intelligence artificielle. D'où effectivement le titre de la conférence, faut-il craindre l'intelligence artificielle? Et d'où aussi son objectif premier, c'est-à-dire essayer de voir si on ne peut pas au moins se détacher d'une partie de cette peur-là. L'essentiel finalement est dans ces 2 chiffres, parce qu'en gros on a l'idée qu'on méconnaît l'intelligence artificielle, et on a l'idée qu'elle est effrayante, et on a éventuellement un lien entre ces 2 choses, c'est-à-dire ce serait parce qu'on la méconnaît qu'on la craint. Et du coup en la connaissant un peu mieux, peut-être que déjà on la craindra un peu moins, et qu'on sera du coup plus lucide sur ce qu'on en fait ou ce qu'on devrait en faire. Malheureusement, la peur, c'est quand même pas seulement un sentiment qu'on a par méconnaissance. On a aussi un certain nombre de choses qui font peur, qui se regroupent en 3 grandes zones d'effroi. Le remplacement, c'est-à-dire nous nous ferions remplacer par l'IA. La domination, nous nous ferions dominer par les intelligences artificielles. Et la perte de contrôle, qui peut être une modalité de la domination, mais en tout cas, on est dans ces 3 grandes manières d'avoir peur. Et on a quand même peur, pourquoi? Parce qu'il y a des choses effrayantes, et j'ai trouvé un exemple que je trouvais particulièrement effrayant, c'est le robot Sentinelle qui s'appelle le Samsung SGR-A1, pardon. Et alors, c'est quoi? C'est un robot sentinelle qui garde la zone démilitarisée qui est entre les 2 Corées. Et alors, qu'est-il capable de faire, ce robot? Il est capable d'identifier et de supprimer des cibles dans un rayon de 3 km. Il peut tirer des balles en caoutchouc quand vous avez de la chance, mais aussi des balles de mitrailleuse 5,56 quand vous n'avez pas de chance. Ici, le problème, c'est que l'arme est dite autonome. Et on peut se demander à quel point elle est autonome. On peut déjà s'interroger sur cet exemple-là. On peut se demander où sont passés les hommes dans la guerre, ce que fait très bien un auteur comme Sébastien Chanalou dans un livre qui s'appelle La théorie du drone. Et on peut se demander aussi que va devenir la guerre si ce ne sont plus les hommes qui la font. Donc d'autres exemples de robots tueurs circulent sur Internet, je vous laisse aller regarder. Mais avec les armes autonomes, on a une première peur qui se cristallise autour effectivement de quelque chose qui est fait pour la destruction. La deuxième phase de cette crainte du remplacement, c'est dans le domaine de l'emploi. On en a pas mal parlé à l'occasion de la dernière campagne présidentielle notamment. Le chiffre qu'on a trouvé ici, c'est que 80% des métiers pourraient être transformés à cause ou grâce à l'intelligence artificielle. Et dans le domaine qui nous concerne, c'est-à-dire les emplois publics, ce serait 3 à 8% des emplois qui pourraient être complètement automatisables. C'est-à-dire à ce moment-là qu'on remplacerait complètement des gens qui actuellement travaillent, des vrais gens, par des machines. Le troisième élément qui vient nous permettre de
poser un petit peu de choses concrètes sur cette peur, c'est ce qu'on appelle l'astroturfing. Alors l'astroturfing, c'est ce qui donne une réalité à la manipulation de l'information, notamment telle qu'elle se déroule sur Internet. Donc, vous avez une définition de l'astroturfing qui consiste à dire que c'est ce qui englobe l'ensemble des techniques manuelles ou algorithmiques qui permettent de simuler l'activité d'une foule dans un réseau social. Donc ça veut dire en réalité que là, on met dans une pratique qui consiste à créer artificiellement du buzz sur Internet, et les IA jouent un rôle non négligeable dans cette possibilité-là. Évidemment, on peut penser à l'élection de Trump, par exemple, et au rôle qu'ont pu jouer les informations circulant sur Internet à ce titre. La dernière peur, donc il y en aurait bien d'autres, hein, mais la dernière peur, celle qui est très forte aussi, c'est la domination dans la relation internationale des grandes puissances, comme la Chine, mais aussi les États-Unis. Mais en fait, peut-être surtout la Chine, dont on estime qu'elle a à peu près 3, voire 4 années technologiques d'avance sur le reste du monde. Pour vous donner un exemple, par exemple, en Chine, ça fait plusieurs années qu'on paye avec sa tête, c'est-à-dire qu'on a sur son smartphone des choses qui permettent d'identifier le visage et de payer en faisant un petit hochement de tête. Ce qui, chez nous, est à peine en train de balbutier en France, par exemple. Donc voilà, ce genre de choses, mais bien d'autres aussi, mettent un petit peu... nous permettent de voir un petit peu concrètement ce qui nous fait peur dans l'intelligence artificielle. Alors, maintenant qu'on a un petit peu fait le constat que c'est effrayant et que ce sera peut-être moins effrayant si on apprend à connaître ces choses-là, on en arrive aux définitions. Le premier problème de définir l'intelligence artificielle, c'est qu'on a deux choses à définir. En fait, on a la discipline scientifique d'une part, et on a d'autre part les résultats de cette science. Donc à l'origine, ce qu'on a appelé intelligence artificielle, c'est le champ de recherche théorique et d'application technique interdisciplinaire consacré à l'étude et à la fabrication de programmes informatiques traitant des informations de manière analogue au travail de l'intelligence humaine. C'est la définition, je dirais, première de la discipline. Donc le souci premier ici, c'est un souci scientifique, hein, avec des gens comme McCarthy qui cherchent à mieux comprendre l'intelligence en la simulant au moyen des machines. Ces gens-là n'ont pas de prétention démesurée comme on peut les voir aujourd'hui. Ce sont simplement des gens qui vont construire des machines qui leur permettent de comprendre une partie du fonctionnement de l'intelligence, de notre intelligence. Et donc, là, ce qu'on appelle aussi l'intelligence artificielle, deuxième phase de cette définition, c'est les résultats de cette science, c'est-à-dire les choses que l'on construit effectivement, qu'on appelle des intelligences artificielles, et qui sont présentes sur Internet ou dans nos téléphones, qui permettent de faire de ce qu'on appelle hyper frequency trading, c'est-à-dire, vous le savez, maintenant les intelligences artificielles peuvent commander un certain nombre d'opérations boursières, etc., etc. Pour finir cette opération de définition, on a aussi un moment assez important qui est la distinction vraiment fondamentale entre les IA faibles, ce qu'on appellera les IA faibles, et les IA fortes. Les IA faibles, c'est clairement celles que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas à ce jour d'IA fortes qui soient opérationnelles. On n'a que des IA faibles, capables avec leurs algorithmes, comme je disais tout à l'heure, d'imiter un aspect de l'intelligence humaine. L'IA forte, ce serait passer un cap, que certains appellent d'ailleurs la singularité technologique. Passer un cap où on aurait une machine qui aurait conscience d'elle-même et qui aurait une proximité très très grande avec l'homme, on en reparlera tout à l'heure de cette proximité. Et donc en fait on aurait, si on passe à l'IA forte, un espèce d'événement qui en fait est un événement de rupture qui occasionnerait un changement radical dans la vie des hommes, et c'est ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler la singularité technologique. C'est un point critique qui va bousculer définitivement la vie humaine. Et là, on aura vraiment des machines capables de nous dominer. On aurait vraiment des machines capables de nous dominer. Pourquoi ? Parce qu'elles seraient devenues complètement autonomes, elles s'auto-engendreraient, elles croîtraient indépendamment de nous, quoi. Et en fait, la singularité technologique, notamment quand on lit un auteur comme Ganassia, c'est vraiment le terme qui nous permet de regrouper l'ensemble des peurs et l'ensemble de ce qu'on peut penser en termes de catastrophe quand on est face à quelque chose comme l'intelligence artificielle. Maintenant qu'on a bien défini, on va essayer de problématiser, hein, puisqu'on est quand même en philosophie. La première question qui s'impose à partir de maintenant, c'est de savoir si l'IA
imite l'intelligence humaine, et bien en quel sens on va dire qu'une intelligence humaine est intelligente. Il va falloir tout simplement s'interroger sur la notion d'intelligence, parce que c'est elle qui va nous permettre de voir le fossé qui reste, et qui peut-être va rester longtemps, entre une intelligence artificielle et la nôtre. Le deuxième point, ce serait l'idée de savoir si, justement, l'IA forte est possible. Avec la question suivante, si l'IA simule l'intelligence artificielle, c'est une chose, mais est-ce qu'elle est capable de dupliquer, c'est-à-dire de copier exactement, ou alors de surpasser même l'intelligence humaine? Là, on serait vraiment dans une IA qu'on pourra appeler une IA forte. Et dernier problème, qui donnera la fin du propos, comment est-ce que finalement nous, aujourd'hui, avec les IA faibles que nous avons, nous pouvons vivre avec les intelligences artificielles, qu'est-ce qu'on peut en espérer, et comment est-ce qu'on peut finalement les dompter dans l'option où elles voudraient du mal, et les apprivoiser dans l'option où les choses seraient plus sympathiques. Donc je vous propose dans une première partie d'essayer de montrer que l'intelligence artificielle est un fantasme de l'intelligence. En partant d'abord de ce que nous dit la science-fiction. Peut-être que ce fantasme a une origine dans la science-fiction. Alors on va ici peut-être parler juste simplement de deux films rapidement. Le premier c'est 2001 l'Odyssée de l'espace. Alors pourquoi ce film? Déjà parce qu'on en reconnaît souvent la très grande qualité et le caractère fondamental de cette œuvre dans l'histoire du cinéma. Mais aussi parce que a participé à la rédaction en 1965 du scénario de ce film un monsieur qui s'appelle Marvin Minsky et qui est un des pères de l'intelligence artificielle telle qu'elle est née depuis en gros 1955. Et du coup on a ici un premier rapport entre la science-fiction et la science, qui était le rapport qu'on peut appeler peut-être originel, c'est-à-dire que les auteurs ou les créateurs ou les artistes qui voulaient faire de la science-fiction allaient demander aux scientifiques, si vous voulez, un état des lieux de leur recherche pour pouvoir, en gros, créer des histoires. On va voir que peut-être le rapport s'est inversé, mais en tout cas, au départ, c'était ce rapport-là. À ce moment-là, la science-fiction, ça devient créer un monde dans lequel on fait une hypothèse sur une évolution technologique et on voit quels sont les résultats de cette hypothèse dans la fiction. On crée un monde pour tester une hypothèse, en fait, pour tester une anticipation. Et du coup, ici, c'est très bien fait, avec cette idée notamment que on a une scène assez bouleversante de, comme on l'appelait peut-être, de meurtre d'IA, où vous avez le personnage principal qui débranche l'ordinateur. L'ordinateur lui dit qu'il a peur, l'ordinateur lui dit qu'il ne veut pas mourir, l'ordinateur finit par lui chanter une chanson, vraiment quelque chose de bouleversant. Et ce qui est bouleversant aussi dans ce film, c'est que la raison pour laquelle l'homme finit par le débrancher, c'est qu'on a plusieurs moments où l'ordinateur désobéit aux ordres humains, avec le célèbre « I'm afraid I can't do that ». D'ailleurs, le moment où en fait l'ordinateur refuse d'obéir aux ordres du personnage principal, qui est pourtant un homme. Le deuxième film, qui paraît quand même assez intéressant sur la question, un film qui sort en 1982, c'est Blade Runner, le premier volet, réalisé par Ridley Scott. Ici, on est dans l'hypothèse de l'existence de l'IA forte, et avec l'idée que les hommes et les IA sont indiscernables. C'est-à-dire que vraiment, les robots ont copié quasi parfaitement les êtres humains. Ce qui signifie qu'on a du mal à les départager, à les détecter, en fait, les IA, surtout qu'en fait, elles veulent du mal aux hommes, puisqu'elles en ont marre d'être esclaves, en fait. Et on invente un test dont on aura peut-être l'occasion de parler tout à l'heure, pour essayer de différencier les hommes des machines. Et en fait, ce film pose une question qui m'a toujours paru vraiment très profonde, c'est justement l'IA forte, est-ce que c'est une imitation parfaite de l'humanité ou est-ce que c'est quelque chose qui est devenu humain? Et je pense que ce film-là, peut-être le deuxième volet, je ne sais pas, il faudrait y réfléchir, mais il travaille vraiment bien cette question-là. Donc le problème à ce moment-là, c'est qu'on va peut-être se mettre à confondre ces hypothèses qui sont présentées dans la science-fiction avec ce que nous avons aujourd'hui dans la science, avec les progrès scientifiques que nous pouvons faire. Et c'est un petit peu ce que dit Yann Assia dans son ouvrage qui donne quand même pas mal de substance à cette conférence, ça s'appelle Le mythe de la singularité. Quand il écrit donc, c'est comme si aujourd'hui science et science-fiction permutaient leur rapport logique et chronologique,
les scientifiques et les ingénieurs tirent désormais les justifications de leur recherche de la science-fiction, alors qu'originellement, l'inverse prévalait. En cela que les résultats scientifiques servaient d'aliment à l'imaginaire d'écrivains et de cinéastes. On a vraiment cette idée que, aujourd'hui, y compris dans les travaux qu'on appelle scientifiques, on a comme une contamination de choses qui normalement appartiennent à la science-fiction dans les travaux de scientifiques. Ce qui fait qu'à mon sens, bon, c'est une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, on aurait dans l'IA une des zones dans lesquelles il y aurait plus de confusion entre science et non-science aujourd'hui. Et on aurait du coup du mal à savoir ce qu'il faut penser des discours catastrophistes qui nous disent que la singularité technologique c'est demain, et que demain on serait tous les esclaves des machines, et qu'on aurait des puces dans le cerveau, et tout ça. Alors en attendant, nous, qu'est-ce qu'on fait avec cette idée? On essaye de voir si il est si facile de reproduire l'esprit humain. Et repartons de la distinction entre IA faible et IA forte, et on va comprendre à ce moment-là, peut-être, où est-ce que s'enracine le fantasme. Et du coup, on va en comprendre la nature du fantasme. Donc comment fait-on cela? On dit que les IA faibles, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des outils qui permettent de comprendre l'intelligence humaine, mais on dit que l'IA forte, c'est au final l'idée que l'homme n'est rien d'autre qu'un ordinateur complexe. C'est-à-dire l'assimilation, en fait, entre un être humain et un ordinateur, certes complexe, mais un ordinateur quand même. Donc dans l'IA forte, le modèle n'est pas juste simulation de l'esprit ou d'une partie de l'esprit, le modèle est l'esprit. Et c'est à ce moment-là que on a, à mon avis, philosophiquement, une prétention qui est difficilement tenable. Alors, éclairons le contexte théorique dans lequel se développe l'IA, pour comprendre un peu mieux ça. D'abord, par opposition au behaviorisme, mais on va rester concentré plutôt sur le cognitivisme, on a une IA qui, en gros, en tant que science, se fonde à partir d'un courant qu'on appelle le cognitivisme, c'est-à-dire dans lequel la cognition, c'est-à-dire l'acte d'intelligence, on va le dire ça comme ça, c'est un calcul sur des représentations internes. Donc ça veut dire ici qu'on est déjà en train de penser cette proximité entre le cerveau humain et le fonctionnement de l'ordinateur. Ce courant-là, le cognitivisme, il va se spécialiser un peu dans un deuxième courant qu'on appelle computationnalisme. J'ai trouvé aussi computationnisme, donc je ne sais pas tellement lequel choisir, mais celui-là il va faire bien, j'ai mis celui-là. Courant qui est porté par des gens comme Putnam et Fodor, et qui affirme avec force que les opérations mentales doivent pouvoir se traduire en opérations de calcul telles qu'un ordinateur pourrait le faire. Dans ce courant, on pense que pour que le développement de l'IA se produise, il suffit qu'on trouve le bon programme, en fait. C'est-à-dire les bonnes règles qui permettent de bien manipuler les symboles ou les représentations mentales. Le principe de ce courant, c'est finalement qu'on a une définition de la pensée qui dit qu'elle est essentiellement manipulation de symboles. En ce sens, et c'est là que ça devient important, si l'on pense comme ça, on pourrait exporter la pensée en dehors de notre corps. Et là, vous avez tous les délires de la science-fiction qui consistent par exemple à télécharger sa conscience. C'est-à-dire que vraiment, le support matériel n'est plus déterminant dans l'idée d'intelligence. L'intelligence pourrait s'exporter ailleurs que dans nos têtes et dans nos corps, finalement. Alors, ces choses-là vont se préciser dans le computationnalisme, mais on va assez rapidement montrer les insuffisances de cette idée-là, notamment avec un courant qu'on appelle le connexionnisme. Mais il me semble que ce qui permet de faire comprendre la différence entre computationnalisme et connexionnisme, c'est John Searle, avec une expérience assez célèbre qu'on appelle l'expérience de la chambre chinoise. Alors, la chambre chinoise, c'est une critique d'abord du test de Turing, donc on va peut-être parler rapidement tout à l'heure, donc j'en dis pas grand-chose. Ce test de Turing, il sert initialement effectivement à séparer les IA faibles et les IA fortes. C'est-à-dire qu'une IA qui passerait le test de Turing, on pourrait estimer que c'est une IA forte. Et la chambre chinoise, telle que je la comprends, ce serait une sorte de test de Turing, mais avec cette idée qu'on est dans la machine. Et on essaie de regarder comment elle travaille. Alors on a bien un ordinateur qui reçoit des inputs sous forme de symboles, c'est là où vous avez marqué in, là, sur le petit dessin, et qui, après avoir examiné les symboles et les associés selon des règles correctes, sort un output sous forme de symboles, là où vous avez marqué out. Et donc l'idée de la chambre chinoise, c'est quoi? C'est que vous enfermez un monsieur, comme vous le voyez là, qui ne connaît pas le chinois, vous lui donnez des messages en chinois en input,
et avec les livres de règles, il va pouvoir associer les symboles chinois et sortir des réponses qui sont compréhensibles pour un chinois, même si le monsieur du milieu n'a jamais compris ni ne connaît le chinois. D'accord ? Alors, résultat de l'expérience, on ne peut que simuler la compréhension. En fait, en réalité, le truc intéressant ici, c'est qu'on voit bien que ce que fait la machine, elle ne le comprend pas. C'est pas parce qu'on a une manipulation correcte des symboles du chinois qu'on comprend le chinois. En d'autres termes, en termes linguistiques peut-être, ce que peut faire la machine est plutôt d'ordre syntaxique, sans qu'il y ait d'accès au sens. Donc en fait, il n'y a pas d'opération qu'on appellerait sémantique. Et s'il n'y a pas de compréhension, il faut quand même être honnête, on enlève presque toute la substance de l'intelligence, puisque l'intelligence, si on regarde le latin, l'origine du terme, ça veut quand même dire prendre ensemble, assembler des idées entre elles, ça ne veut pas me dire comprendre, quoi. Et la compréhension, c'est justement la saisie du sens. Donc, conséquence de la chambre chinoise, on est en train de dire que le matériel, c'est-à-dire le support matériel de l'intelligence, bah, ça compte. Et donc le connexionnisme, c'est ce courant qui prétend pouvoir donner un modèle de l'esprit humain en faisant justement abstraction des symboles, qui comptent énormément pour le computationnalisme. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On crée des réseaux d'unités simples interconnectés, en gros qui sont des simulations très imparfaites de neurones biologiques, et on regarde ce qu'on peut faire à partir de là. Et ça marche dans un sens parce que le connexionnisme a donné les réseaux neuronaux, et les réseaux neuronaux ont quand même donné un élan assez incroyable à tout ce qu'on appelle l'apprentissage machine, qui est très important évidemment aujourd'hui avec le deep learning et tout ça. En même temps, le problème du connexionnisme, parce qu'il serait quand même intéressant qu'on ait toujours un problème, c'est que les réseaux neuronaux sont quand même des simplifications extrêmes de nos réseaux de neurones biologiques. Donc ça veut dire encore ici qu'on a un modèle qui se signale d'emblée presque par son insuffisance. Dernière chose pour cette première partie, c'est l'idée que l'impossibilité philosophique de l'IA forte, elle se situerait autour du terme d'autonomie. Et ce terme d'autonomie, je l'ai cité tout à l'heure à dessein en parlant de cette arme autonome qui était capable de détecter quelqu'un et de le tuer, parce que c'est là que réside peut-être un des moyens en fait qui permet de comprendre comment on ne peut pas vraiment parler d'IA forte aujourd'hui. Les machines, en fait, ce qu'elles ont aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une autonomie au sens technique, c'est-à-dire une capacité de se mouvoir seule et d'agir sans le recours à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que, effectivement, l'arme dont on a parlé, le robot tueur, c'est un robot qui fonctionne indépendamment de l'homme. Car une fois que l'homme l'a construit, la machine est indépendante dans son fonctionnement. Mais ce qu'on appelle autonomie au sens profond, c'est-à-dire en fait au sens philosophique, c'est ce que Kant a bien avancé, c'est l'idée de capacité de se donner à soi-même sa propre loi, ce qui est aussi dans l'étymologie du terme. Chez Kant, ça s'oppose à l'hétéronomie, c'est-à-dire le fait de recevoir sa loi de quelqu'un d'autre, de recevoir ses règles de quelqu'un d'autre. Et une IA forte, ce serait du coup celle qu'aurait l'autonomie réelle, l'autonomie profonde, on pourrait dire, c'est-à-dire celle qui fait que la machine se fixe ses propres buts et choisit les moyens qu'elle juge adaptés pour y parvenir. C'est-à-dire une machine qui pourrait se donner vraiment sa finalité d'action. En ce sens, une arme autonome au sens fort choisirait purement et simplement sa cible. Or là, sur le robot Samsung, on est encore sur des machines qui choisissent leur cible en fonction de critères que l'on a déterminés nous-mêmes. Donc ça veut dire, si vous voulez, qu'on n'a pas encore cette autonomie forte dont on pourrait penser qu'elle serait aussi une forme d'émancipation des machines. Évidemment que cette notion d'autonomie, elle est très liée philosophiquement à la notion de liberté. Du coup, ce qu'il faut admettre, c'est qu'aujourd'hui, les techniques d'apprentissage automatique donnent plus d'efficacité et plus d'autonomie au sens technique, mais pas au sens philosophique. Et en même temps, ça ne nous empêche pas de rester vigilants sur ce qu'on peut faire en machine. Notamment, être bien conscient qu'il y a un risque d'accident lié aux intelligences artificielles, puisqu'elles deviennent porteuses de capacités qui sont malgré tout assez exceptionnelles.
En fait, une des voies de recherche, notamment scientifique, ce serait du coup de regarder comment on peut contenir en fait efficacement les actions de l'IA autonome au sens technique, et comment du coup on peut prévenir les accidents liés à l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui évidemment est très prégnant dans l'IA pour l'autonomie. Parce qu'évidemment, si le conducteur humain, c'est plus lui qui conduit la voiture, et il va falloir qu'il prenne un certain nombre de décisions, enfin que la machine prenne un certain nombre de décisions à sa place, et on va voir tout à l'heure que ça peut poser des problèmes. Donc on a bien vu là pour l'instant que l'IA, c'est un peu la prétention que l'intelligence s'écrit en langage mathématique, mais l'appréhension des différentes fonctions cognitives à l'aide des outils mathématiques reste à faire. Et d'ailleurs, je pose la question à mon collègue, peut-on la faire? Bien, merci Jean-Julien. Je vais essayer d'y répondre, ainsi que pour toute l'Assemblée ici présente. Donc, moi je vais également me focaliser durant une longue partie, que je vais essayer de laisser assez entraînante pour que je ne vous perde pas trop, une longue partie sur la possibilité de concevoir une IA forte en principe. On a vu des cas où la technique pouvait manquer. Là, je vais m'intéresser à des questions de principe, principalement. Alors déjà, comment peut-on attribuer le statut de fort à l'intelligence artificielle? Donc on en a déjà touché un mot. On a parlé d'un petit test qu'on voit revenir souvent dans la science-fiction, qui s'appelle le test de Turing, qui est le nom de son inventeur, et qui consiste, pour ceux qui connaissent Blade Runner ou qui ont vu le film Ex Machina, à poser un certain nombre de questions au robot ou à l'intelligence artificielle qu'on veut juger forte, et de voir si on est capable de lui reconnaître une conscience à partir d'un certain nombre de questions. Donc, ce test est-il fiable déjà? C'est une question dont on va pouvoir se poser, enfin, qu'on pourra aborder par la suite. Mais avant tout, on peut également se poser la question inverse. Est-il envisageable de nier la possibilité, en principe, de l'intelligence artificielle? Alors, il y a un certain nombre d'arguments qui sont proposés pour ça. Les arguments, en général, sont basés sur ce qu'on appelle les qualia. Ce sont les propriétés, les caractéristiques subjectives de nos perceptions sensibles. Donc, par exemple, le sentiment amoureux ou le sentiment esthétique. Est-ce qu'on pourra un jour voir une intelligence artificielle dotée de tels sentiments? Ce ne sont pas des arguments très solides. Quand on veut la nier, on dit que non, les intelligences artificielles ne pourront jamais. Le test de Turing, forcément, on va rencontrer des difficultés sur ce sujet. Mais en fait, on pourrait faire durer le test assez longtemps, et avec le temps, pourquoi pas créer des intelligences artificielles suffisamment pointues pour laisser croire, pour laisser passer l'illusion qu'elles possèdent des qualia. Par exemple, dans le film Ex Machina, une image présentée là-haut, l'intelligence artificielle parvient à passer le test de Turing, a priori. Et on retrouve également la même idée, donc ici j'ai mis une image de Blade Runner 2049 cette fois-ci, où on voit bien se créer une relation amoureuse entre deux personnages, dont une des personnes est une intelligence artificielle, dont on aurait envie de lui donner la caractéristique de forte. Donc en fait, les qualia, en un certain sens, ne forment pas un argument suffisant pour déjouer ceux qui veulent construire et disent qu'il est possible de construire une intelligence artificielle. À propos du sentiment esthétique de l'art, eh bien en fait, si on regarde ce que le deep learning est capable de nous faire aujourd'hui, je vous en donne un exemple ici, on pourrait se dire, voilà, redéfinir l'art, ou bien se dire, l'intelligence artificielle est en effet capable de produire le beau. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette image, qui a été produite par un logiciel de Google, mais en tout cas, cela met en doute le fait que l'argument de la qualia, le sentiment artistique, puisse être un argument contre l'intelligence artificielle. Moi, l'argument que je vais vous proposer aujourd'hui, j'espère vous montrer qu'il a une certaine solidité, car il repose sur une démonstration de type mathématique. Cet argument a été proposé par un mathématicien et physicien mondialement connu, peut-être pas par vous, qui s'appelle Roger Penrose, qui était le binôme de Stephen Hawking, par exemple, lors de leurs travaux sur les trous noirs.
mais qui a également une grande influence dans le domaine des mathématiques. Il a proposé dans son livre Forte. Grossièrement, il a posé le problème ainsi. Est-il possible de concevoir un robot mathématicien, donc un robot qui aurait accès à la connaissance mathématique? Sa réponse, ça va être non. Un non justifié de manière très rigoureuse, sur un certain nombre de pages, et auquel, et par la suite, donc il va en faire une démonstration, et par la suite il va également répondre à toutes les objections que des penseurs lui ont opposées. Il va même répondre à des objections qu'on aurait pu lui poser, qu'il s'est posé à lui-même. Et à ma connaissance, il a réussi à répondre à toutes ces objections, il n'y en a pas eu jusqu'à présent. Donc l'argument qu'il a présenté me semble quand même assez fort. Et de manière générale, on n'y est pas encore. Et de manière générale, Penrose va se poser des questions sur la conscience. Finalement, l'intelligence artificielle, actuellement, on est capable de on pense pouvoir la fabriquer, l'intelligence artificielle forte, à partir d'algorithmes et à partir de la physique qu'on maîtrise. Lui prétend qu'on ne peut pas arriver, à l'aide de ces algorithmes et de la physique actuelle, à constituer une intelligence artificielle forte. Dans la deuxième partie de son ouvrage, en particulier, il nous invite à chercher à constituer une nouvelle physique. Cette nouvelle physique pouvant nous permettre peut-être un jour d'envisager l'intelligence artificielle forte, mais ce n'est pas le cas actuellement. Et d'ailleurs, il défend certaines positions qui, elles, sont très controversées, qui sont basées sur ce qu'on appelle microtubules, qui sont des entités qui se trouveraient dans notre cerveau, et qui seraient des entités à la base de l'émergence de la conscience, et basées sur la mécanique quantique, dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui. Alors cette position est très contestée parce que Roger Penrose n'étant pas biologiste, il y a beaucoup de polémiques lancées en particulier par des neurologues et des biologistes à son égard. Alors, pour parler de l'argument qui nous intéresse, je vais devoir faire un petit retour en arrière et vous parler de mathématiques. Plus précisément, vous parler du fondement des mathématiques au début du XXe siècle, et même un petit peu avant. Donc, déjà pour juste poser les bases, l'argument sur lequel l'argument de Penrose se base sur un certain théorème du XXe siècle qui est assez connu, mais en général on ne connaît pas très bien, on ne connaît pas en entier son énoncé, ou on le comprend mal, et on ne connaît rien de sa preuve. Donc j'aimerais vous donner quelques idées de l'énoncé et de la preuve de ces théorèmes. Ce théorème s'appelle le théorème d'incomplétude, en tout cas le premier théorème d'incomplétude, qui est dû à un mathématicien du nom de Gödel, qui a été publié en 1931. Pour le comprendre, donc, je vais revenir un petit peu sur les fondements des mathématiques. Les mathématiques maintenant, on les reconnaît comme les raisonnements mathématiques, sont reconnus comme des raisonnements hypothético-déductifs. Mais avant, ce n'était pas le cas. On se basait beaucoup sur la méthode dite d'Euclide, qu'il appliquait à la géométrie, qui était déjà très rigoureuse. Et cependant, cette méthode pouvait mener à des contradictions. En tout cas, elle pouvait mener à des problèmes. On parle de la géométrie euclidienne pour parler de la géométrie de tous les jours qui est droite. C'est une géométrie dans laquelle, en particulier, si prenez une droite, il y aura une seule droite qui passera par un point donné qui sera parallèle à cette droite. C'est ce qu'on appelle le cinquième postulat d'Euclide, encore actuellement. Mais au XIXe siècle, on s'est rendu compte que ce postulat posait problème, qu'il allait faire chambouler l'édifice mathématique, parce qu'il était possible de construire des cas tout à fait rigoureux où ce postulat était mis en déroute. Par exemple, si vous regardez ici, vous avez le cas de géométries qui sont différentes, une géométrie bombée comme ceci, une géométrie bombée dans l'autre sens, où à une droite, il ne peut ne pas exister du tout de parallèle passant par un point qui soit parallèle à cette droite. Et le troisième cas, c'est un cas encore plus extrême, par un point donné, il peut passer une infinité de droites différentes qui soient parallèles à la première droite. Donc, tout ça, ça remettait en question un certain nombre d'évidences qui étaient admises jusqu'à maintenant pour construire les mathématiques. Il a fallu donc reconstruire les mathématiques sur des bases solides, c'est ce qu'on appelait le programme de Hilbert, débuté au début du XXe siècle, et qui reposerait sur une base axiomatique. Alors, que sont des axiomes? Les axiomes, ce sont des propositions, avant
Avant, on disait que c'était des propositions évidentes, mais à présent, on considère que ce sont des propositions de base qu'on ne va pas chercher à démontrer, qui sont indépendantes les unes des autres et qui ne sont pas en contradiction les unes avec les autres. On les choisit. On peut choisir un certain nombre d'axiomes pour construire la géométrie, pour construire l'arithmétique. L'important, c'est qu'elle vérifie les conditions de cohérence et d'indépendance. À partir d'elles, et à partir d'inférences logiques, de raisonnement logique d'inférence, on va déduire les théorèmes. Alors, qu'est-ce qu'un théorème? C'est une proposition qui a été prouvée, juste, qui est vraie. On la démontre à partir des axiomes et à partir des inférences logiques. Mais la question qu'on peut se poser, c'est déjà, peut-on entièrement formaliser les mathématiques? C'est-à-dire, est-ce que ça va former un tout cohérent? Est-ce que tous les théorèmes peuvent entrer vraiment dedans? Est-ce qu'on va tous pouvoir les prouver vrais? Et la deuxième chose, plus importante, est-ce qu'une affirmation vraie en mathématiques est toujours démontrable? Est-ce que je peux toujours donner une démonstration à un théorème que je sais vrai? A priori, avec l'intuition, on doit se dire, si c'est vrai, c'est que je pourrais en donner une démonstration, même si techniquement je n'en ai pas les moyens, je pourrais y arriver un jour. Donc ça, c'était le programme de Hilbert. Il disait, si on parvient à faire ceci, on dira que le système formel est complet. Et cependant, en 1931, le mathématicien et jeune logicien Kurt Gödel a prouvé que ce n'était pas le cas. Il a prouvé que, et à l'aide d'un théorème de logique mathématique, qu'il existait ce qu'on appelle les propositions indécidables. C'est-à-dire, on peut voir qu'elles sont vraies, ou bien on peut voir qu'elles sont fausses, mais en principe, on ne pourra jamais le démontrer. Donc, ça c'est ce qu'on appelle le premier théorème d'incomplétude, dont je vous ai donné ici un énoncé possible, il en existe plusieurs, mais celui-ci je vais donc vous le dire. Dans tout système mathématique axiomatisé, donc dans tout système mathématique tel que celui-ci, qui repose sur des axiomes, contenant l'arithmétique, donc il prend l'hypothèse qu'il faut quand même avoir l'arithmétique dedans. Parce que sans arithmétique, sans les nombres, sans les opérations sur les nombres, on ne peut pas faire de mathématiques de toute façon. Donc c'est important quand même de l'intégrer. Il existe des propositions indécidables, celles que je vous ai définies à l'instant. Je vous donne juste une idée de la preuve. Elle est très technique et assez difficile. Donc voici juste les ingrédients. Mais il est important de les avoir en tête. Les deux ingrédients, c'est un système de codage. Donc le codage, c'est-à-dire les propositions, toutes les propositions mathématiques, tous les théorèmes, lorsqu'ils seront jugés vrais, lorsqu'ils seront prouvés vrais, eh bien, on peut les coder par des nombres. Toutes les formules mathématiques, il parvient à trouver un système pour les coder par des nombres. Donc, il va pouvoir les manipuler comme si c'était des nombres à l'intérieur de l'arithmétique. Ça va lui être utile pour la deuxième partie de sa preuve, où il utilise un argument d'autoréférence. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autoréférence? Si vous pensez, je peux vous faire penser à un certain paradoxe qu'on appelle le paradoxe menteur. Là, je prétends que je vous mens, par exemple. Vous voyez qu'il y a un paradoxe qui apparaît. Parce que si je dis vrai, c'est-à-dire que je vous mens, donc je dis faux. Et si je vous mens, je dis faux. Et en fait, donc ça devient vrai. Donc on ne peut pas s'en sortir. C'est un paradoxe de langage pour l'instant. Il utilise un argument de ce genre-là, qu'il applique au codage arithmétique, pour pouvoir en déduire deux résultats. Soit les mathématiques, soit une proposition mathématique est fausse et démontrable, soit, l'autre cas du dilemme, une proposition mathématique est vraie et indémontrable. Le premier cas, on préférerait l'éviter, parce que démontrer une proposition fausse, ça veut dire que les mathématiques s'effondrent. C'est-à-dire qu'elles sont inconsistantes ou incohérentes. Donc on prend le deuxième cas, le cas de l'incomplétude, c'est-à-dire, eh bien, il existe quand même des propositions qui sont vraies. On peut intuiter qu'elles sont vraies, mais on n'arrivera jamais à les démontrer. Alors, je vais revenir à présent. Je vais revenir à présent à l'intelligence artificielle et à l'argument de Penrose, qui va se baser sur le théorème de Gödel et sur cette preuve surtout. Donc, l'argument de Penrose, Penrose cherche à séparer 4 points de vue, 4 perspectives, que je vais vous lire ici. La perspective A, la conscience est réductible à des états physiques du cerveau, c'est-à-dire à des calculs, pour ce qui est de leur conception. Une IA forte est bien envisageable. Ça, c'est la position de Turing, par exemple. La deuxième, qui a été évoquée tout à l'heure, l'activité du cerveau peut susciter la conscience, mais aucun ordinateur ne peut créer la conscience, finalement.
ne peut en donner une simulation exacte. C'est comme se dire tout simplement, un ouragan, c'est très différent de la simulation d'un ouragan. Ça n'a pas du tout les mêmes effets. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ainsi, une IA pourrait réussir le test de Turing, quand même, dans ce cas-ci. Elle pourrait faire illusion, sans pour autant comprendre ce qu'est le sentiment amoureux, ou sans pour autant comprendre ce qui se passe dans la chambre chinoise. C'est la position de Searle. La position de Penrose, c'est la position C. C'est de dire, la conscience n'est pas réductible au calcul ou à des algorithmes, mais on peut chercher à la comprendre scientifiquement. Simplement, dans la position de Penrose, la science actuelle n'est pas suffisante. Il faudrait changer de physique. Et dans ce cadre-là, l'intelligence artificielle forte n'est toujours pas envisageable. Et enfin, la position D, la position qu'on pourrait appeler mystique ou platonicienne, qui consiste à dire que la conscience échappe à l'explication scientifique, que ce n'est pas son domaine d'action. C'est la position de Gödel. Finalement, après avoir écrit son théorème, il a pris cette position-là par rapport à l'intelligence artificielle naissante. Alors, avant de venir à l'argument, je vais juste parler de ce qui constituerait les intelligences artificielles fortes, les algorithmes. Il existe deux types d'algorithmes, qui ont été évoqués d'ailleurs tout à l'heure. Les algorithmes qui s'appellent top-down, ou descendants. Ce sont les algorithmes habituels où ils nécessitent à chaque fois que l'on leur précise ce qu'on en attend d'eux. Donc, ils sont fixes. C'est par exemple ceux qui ont été utilisés par le logiciel Deep Blue lors de sa victoire assez éclatante contre Kasparov au jeu d'échecs. À ce moment-là, on utilisait ces algorithmes-là, qui étaient capables de calculer un grand nombre de combinaisons et donc de dépasser l'intelligence humaine à ce jeu. Cependant, des jeux comme le Go, eux, avaient échappé à la victoire de l'intelligence artificielle pendant encore de longues années après. Il a fallu donc utiliser d'autres types d'algorithmes. Les algorithmes, par exemple les réseaux neuronaux qui ont été évoqués tout à l'heure, font partie de ce qu'on appelle les algorithmes bottom-up ou ascendants. Ce sont des algorithmes qui apprennent. Ils sont très utilisés à présent et très performants dans la reconnaissance d'images, par exemple. Et ils ont permis de battre les champions du monde au Go. Ces deux types d'algorithmes qui entrent dans la constitution des intelligences artificielles, eh bien, en fait, ne vont pas, ni l'un ni l'autre, ne vont gêner l'argument de Penrose, comme on va le voir. Eh bien, je me lance. Voilà, ça va devenir un petit peu technique. Mais n'ayez pas peur, et s'il y a la moindre question d'ailleurs, n'hésitez pas à m'interrompre par rapport à cette petite preuve que je vais vous présenter. Alors juste avant de me lancer dans la preuve que j'ai plus ou moins détaillée ici, je vais vous dire un petit mot sur la preuve en amont. Elle est basée sur ce qu'on appelle le théorème de l'arrêt des programmes. On va considérer des programmes ici, et il y a un théorème dû à Turing, qui sert à la preuve du théorème de Gödel d'ailleurs, qui s'appelle le théorème de l'arrêt des programmes. Il dit qu'il n'est pas possible de concevoir un programme qui va vous dire si d'autres programmes vont s'arrêter en principe. Qu'est-ce que ça veut dire que faire une preuve pour un algorithme ou pour un ordinateur qui est constitué de programmes, ça revient à chercher justement s'il parvient à s'arrêter. Par exemple, l'algorithme liste, chercher un nombre impair, somme de deux nombres pairs. Que ferait un algorithme? Il va lister les possibilités et il va s'arrêter dès qu'il a trouvé la bonne réponse. Et dans ce cas-là, il va la trouver assez vite, puisque 4, c'est la somme de 2 et 2, ça fonctionne dans ce cas-là. Je vous ai dit, par exemple, chercher un nombre impair, somme de deux nombres. Je me suis trompé. Chercher un nombre pair, somme de deux nombres impairs, il va s'arrêter assez vite. Ça va être, par exemple, le cas de 4, qui est la somme de deux nombres pairs. En revanche, chercher un nombre impair qui est somme de deux nombres pairs. Est-ce que c'est possible? Alors là, que va faire l'algorithme? Il va lister les possibilités et il ne va jamais s'arrêter. Parce que, en effet, il n'y a pas de possibilité de faire la somme de deux nombres pairs pour obtenir un nombre impair. Mais c'est pas grave, dans ce cas-là, ça veut dire que le théorème est faux s'il ne s'arrête pas. Donc en principe, il peut quand même le prouver par le non-arrêt de la machine. Et enfin, il existe toujours des théorèmes dont on n'a pas la preuve nous, mais que nous, êtres humains, nous sommes capables de dire vrai, par d'autres moyens que les ordinateurs. Donc c'est le cas d'une célèbre conjecture, dite conjecture de Goldbach, conjecture parce qu'elle n'a pas encore été prouvée, on espère pouvoir le faire, qui dit que tout nombre pair supérieur à 2 est la somme de deux nombres premiers. Alors, deux nombres premiers, pour rappel, ce sont des nombres qui ne sont divisibles que par 1 et par eux-mêmes. Bon,
je n'en dis pas plus sur ce théorème, il se trouverait que ce soit un théorème vrai, un théorème faux, ou même un théorème indécidable. Comme on l'a vu, il existe des propositions indécidables qu'on ne pourra jamais démontrer. Mais pour l'instant, on considère qu'il est vrai, parce qu'on l'a quand même vérifié sur beaucoup de cas, et intuitivement, il a l'air vrai. Alors, voilà, on commence par l'étape de codage, que j'avais donné tout à l'heure pour le théorème de Gödel. Donc, codage, ici, le codage, ça consiste à dire qu'il existe une sorte d'isomorphisme, d'équivalence entre les démonstrations mathématiques et les algorithmes. Donc, au lieu de parler de démonstrations mathématiques, on va se contenter d'algorithmes qui permettent de démontrer. Donc, on va remplacer finalement un système formel par un ensemble de procédures. Et on va concevoir un algorithme qui va chercher à vérifier si ces démonstrations sont vraies. Pour cela, on définit un algorithme ou une procédure A, que j'ai appelé grand A ici, au petit 2. Non, pardon, au petit 2, excusez-moi. Dans le petit 2, on va dire que simplement les intelligences artificielles et ou les ordinateurs sont constitués d'un ensemble de procédures de calcul, C1, C2, C3, que je numérote jusqu'à Cn, etc. Elles sont en nombre fini, évidemment. Puis, on va définir une procédure, grand A. C'est une procédure de calcul dont le rôle va être de dire si un algorithme Cn, c'est-à-dire qui fait partie de la liste de ceux qui sont écrits ici, va s'arrêter ou non. Donc, ici, on va le définir ainsi. Si la procédure ACN, c'est-à-dire si à l'algorithme A, j'applique en entrée la procédure Cn s'arrête, alors ça signifie que Cn ne s'arrête pas. C'est comme ça qu'on le définit. Alors, à cet algorithme, on ne lui demande pas d'être parfait, mais on lui demande d'être fiable. Ça, c'est une condition nécessaire qu'impose Penrose. Qu'est-ce que ça signifie être fiable? Ça signifie que si Cn appliqué à A s'arrête, on peut être certain que Cn ne s'arrête pas. Mais si Cn appliqué à A ne s'arrête pas, on ne peut rien en conclure. On ne peut pas conclure que Cn va s'arrêter ou ne va pas s'arrêter. Il n'y a que le cas si A de Cn s'arrête. Si A de Cn s'arrête, alors le calcul, lui, va se poursuivre. C'est la seule chose qu'on peut dire. Alors, mais voici maintenant qu'on arrive au moment de l'autoréférence. Vous vous souvenez, il y avait le codage, on l'a fait, et maintenant l'autoréférence. Pensez un peu au paradoxe du menteur. Eh bien, l'autoréférence, c'est A est un calcul, donc en fait, il fait partie de la liste des C1, C2, C3, Cn. C'est l'un des calculs qui constitue la machine. Donc en fait, il correspond à un certain CK. On va dire que c'est le calcul à l'indice K. Donc, on peut appliquer A à CK, ce qui revient à l'appliquer à lui-même, l'autoréférence. Mais qu'est-ce qui se passe si on applique A à lui-même? Si on applique A à lui-même, parce que j'ai noté A de A ici, ben ce dernier calcul, est-ce qu'il va s'arrêter? Non, parce que si c'était le cas, cela signifierait que CK ne doit pas s'arrêter non plus, ne doit pas s'arrêter, ça c'est la fiabilité de A qui le dit, et donc, comme A égale CK, ils sont identiques, A elle-même ne devrait pas s'arrêter. Or, on a supposé au départ qu'il devait s'arrêter. Donc on arrive sur une contradiction. Si au départ on considère que la procédure doit s'arrêter, A de A doit s'arrêter, on arrive à la conclusion que... Oups, je me suis peut-être un peu embrouillé. Excusez-moi. Si c'était le cas, cela signifierait donc le calcul ne peut pas s'arrêter parce que sinon, on arriverait à la conclusion justement qu'il doit s'arrêter. Donc il y aurait une contradiction. A de A est donc une procédure qui ne s'arrête jamais. Mais ce qui revient à dire que la proposition que j'ai écrite juste en bas, au dernier petit point, oui, la proposition A appliquée à A ne s'arrête jamais est donc vraie. Cette procédure ne s'arrête donc jamais. Mais si cette proposition est vraie, ça signifie qu'on ne pourra jamais la démontrer. Parce que pour la démontrer, il faudrait qu'elle s'arrête, comme on l'a déjà vu sur les exemples précédents. Donc, on a quelque chose qui est vrai, on a une proposition qui est vraie, mais que l'ordinateur ne pourra jamais démontrer. Parce que justement, elle ne peut pas, la procédure en elle-même ne peut pas s'arrêter. Nous, êtres humains, on est capable de dire qu'elle est vraie. On n'est pas capable de dire qu'elle est vraie, oui, mais l'ordinateur, lui, ne peut que constater son incapacité à la démontrer. Donc cela nous amène à une certaine conclusion. La conclusion que Penrose note Granger dans son livre, ce n'est pas en utilisant un algorithme qu'ils savent fiable, par hasard,
que les mathématiciens établissent des vérités mathématiques. Il doit y avoir quelque chose d'autre que des procédures algorithmiques qui leur permettent d'établir les vérités mathématiques. Donc, pour l'instant, avec les algorithmes actuels, on ne pourrait pas concevoir d'intelligence artificielle forte, capable d'être comme les mathématiciens, de savoir démontrer des théorèmes comme nous. Bon, la détermination mathématique ne paraît pas soluble dans le calcul, alors on peut ne pas s'arrêter là. On pourrait se dire, s'il s'agit des mathématiques, on pourrait étudier des domaines encore plus complexes, donc le sentiment artistique, le sentiment amoureux, et se dire qu'eux non plus ne sont pas solubles dans le calcul. Alors, je renvoie aux curieux au livre de Penrose pour une preuve un peu plus détaillée et surtout pour toutes les objections auxquelles il a pu répondre. Et dans les chapitres 2 et 3 de son livre, en particulier le chapitre 3 qui s'achève avec un dialogue entre un mathématicien, c'était la première image, entre un mathématicien et un robot, où le mathématicien finit par montrer au robot qu'il est constitué à l'aide d'une procédure qui le met dans la contradiction, c'est-à-dire qui l'empêche de démontrer des théorèmes mathématiques alors que le robot prétend pouvoir le faire, et qui le conduit donc à cette conclusion, c'est que soit le robot n'est pas parfait, soit il est parfait, mais la seule possibilité c'est qu'un miracle se soit produit au moment de sa mise en route. Un miracle qui lui donne la possibilité de démontrer des propositions mathématiques. Et ça nous fait tomber dans la position D des mystiques, plus dans la position A. Ce qui ne plaît pas vraiment aux tenants de l'intelligence artificielle forte, bien sûr. Eh bien, voilà. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Je m'excuse pour les petits moments où je me suis embrouillé. Je vais rendre la parole à mon collègue, à présent. Merci. Non, mais je crois que si j'ai bien compris ce que tu as dit, là je remets en danger, je ne sais pas pourquoi. L'homme reste plus malin que la machine, parce que quand il ne trouve pas ce qu'il cherche, il sait s'arrêter. Donc, dans cette troisième et dernière partie, on va essayer de penser la relation entre les intelligences artificielles d'aujourd'hui, dont on a bien dit qu'elles étaient faibles, parce qu'elles ne peuvent pas encore être fortes, et l'homme, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait, et comment est-ce qu'on vit avec. Alors, d'abord, si la première partie a essayé de montrer comment c'est délicat de réduire l'esprit à la matière, et comment c'est délicat de réduire la pensée à un calcul, du coup, il doit y avoir des formes d'intelligence qui pour l'instant n'appartiennent qu'à l'homme. Et il y en a une qui m'intéresse tout particulièrement, qu'on trouve en Grèce antique, qu'on trouve même peut-être au tout départ de ce moment où on va se mettre à penser, d'une part philosophiquement peut-être, et ce moment aussi où on va penser l'intelligence, c'est la métisse, qui a été très bien pensée, cette forme d'intelligence, par Jean-Pierre Vernant, dans un livre qui s'appelle Les Ruses de l'intelligence. Et la métisse, alors qu'est-ce que c'est ? La métisse, c'est, pour vous donner tout de suite un exemple, c'est Ulysse en fait. C'est la manière qu'Ulysse a d'exercer l'intelligence. On dit souvent Ulysse aux 1000 ruses, c'est son épithète, aux 1000 ruses. Donc ça veut dire que Ulysse est intelligent d'une manière spécifique qui pour l'instant n'appartient qu'à l'homme, à mon avis, et qu'on appelle métisse en grec. Alors, la métisse, c'est intéressant parce que c'est une forme d'intelligence qui montre bien, peut-être qu'on pourra l'appeler une intelligence technique d'ailleurs à ce titre, que l'intelligence, c'est toujours quelque chose qui évidemment est théorique, on le voit bien dans l'intelligence artificielle, mais qui est aussi pratique, c'est-à-dire qui en fait appelle une faculté d'adaptation. Et en réalité, ce qu'on peut penser avec la métisse, c'est justement une intelligence qui presque par essence est pratique, c'est-à-dire qui est d'abord pratique en fait. Et qui est aussi transversale, c'est-à-dire justement qui ne se limite pas forcément à l'idée de calcul. En fait, c'est bien d'amener la métisse dans le débat, peut-être parce que ça nous aide à ne pas céder à la tentation d'écraser la spécificité de l'esprit humain sous ce prétexte simplement de dire qu'il faut calculer pour être intelligent. Donc on a dans la métisse l'idée qu'on a une prudence à viser, donc vraiment une intelligence qui est tournée vers l'action. On a l'idée que la métisse est aussi une faculté de prévoir. Et c'est là que ça devient intéressant. Et même prévoir l'imprévisible, ou alors prévoir en gros l'imprévisible dans le sens où ce que personne ne peut prévoir.
C'est-à-dire que des fois, Ulysse voit ou il anticipe ce qui va se passer avant que ça se passe, et ça lui permet de prendre des dispositions. Par exemple, quand on va croiser les sirènes, bah, lui, il sait ce qui va se passer. Donc, ils prennent des dispositions, les gens, ils se bouchent les oreilles, tout ça. Donc, ici, on a vraiment une espèce de débrouillardise rusée, quoi. Un système D un petit peu qui vise, en fait, à se tirer parti des situations délicates, surtout pour s'en sortir, quoi. Et par ailleurs, c'est aussi très clair dans le lycée, la métisse, c'est le moyen qu'ont les plus faibles pour s'en sortir par rapport aux plus forts. Donc on essaie de tourner les situations à son avantage. C'est intéressant cette idée de la métisse permet de prévoir, parce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle prétend prévoir, dans même une branche spécifique qu'on appelle l'intelligence prédictive. Et en réalité, d'un côté on a l'intelligence artificielle qui prétend prédire sur la base d'un calcul, et d'un autre côté, chez Ulysse, on a en fait une intelligence prédictive, mais qui prévoit par feeling, j'ai envie de dire, c'est-à-dire par intuition, quelque part. C'est-à-dire qu'ici, on a une prévision sans calcul. On a quelqu'un qui est capable de prévoir un peu ce qui va se passer sans savoir vraiment pourquoi il le sait. Donc on a une intelligence qui mobilise l'expérience en un sens qui est très, très fort, parce qu'évidemment, nous, on serait tenté de dire par analogie facilement, bah, l'IA aussi, elle mobilise l'expérience. Dans le sens où une IA qui apprend, c'est une IA à qui on donne un certain nombre d'exemples. D'ailleurs, c'est assez primordial, le nombre d'exemples qu'on lui donne, la qualité des exemples qu'on lui donne. C'est ce qu'on avait un petit peu dans le bottom-up, je crois, ce sont les idées. Donc, ça veut dire que si vous soignez votre base de données, c'est-à-dire celle que vous donnez à l'IA, la qualité des exemples et leur quantité, bah, vous allez avoir finalement une IA qui marche très bien. Je ne dis pas quel que soit l'algorithme, parce que ce serait abusé de dire ça, mais disons que l'algorithme a finalement une importance assez secondaire par rapport à la qualité de ce que vous donnez à manger quelque part à l'IA. Du coup, on pourrait dire, bah, tout ce qu'on a donné à manger à l'IA, c'est son expérience. Oui, mais sauf que, pas vraiment. Parce que on a dans l'idée d'expérience, l'idée aussi de subjectivité, dans le sens où l'homme a été constitué par son passé et a constitué un espèce de savoir un petit peu indéterminé, lié aussi à la technique, quoi. C'est-à-dire des choses qu'il sait faire sans vraiment savoir expliquer comment il les fait, sans vraiment savoir d'où ça lui vient, etc. Donc on a une intelligence qui mobilise l'expérience en un sens qui est assez intéressant. Et il y a une très belle phrase de Vernon qui dit « L'intelligence rusée n'assure sa prise sur les êtres et les choses que parce qu'elle est capable de prévoir par-delà le présent immédiat une tranche plus ou moins épaisse du futur. Mais ceci étant fait, mais pas par calcul. » Donc c'est ça qui est intéressant, parce qu'on reste sur quelque chose qui appartient à nous. Et en réalité, l'intérêt de la métisse aussi, qui intervient peut-être avant les formes d'intelligence qu'on va qualifier en grec plutôt avec le terme de nous, c'est-à-dire un intellect qui serait beaucoup plus impersonnel, qui serait une espèce de raison universelle, partagée, tout ça. La métisse, c'est l'idée qu'on est dans une intelligence qui cherche en fait à comprendre la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire avec son aspect changeant. Et en réalité, si la métisse, c'est l'intelligence qui consiste à s'adapter, c'est parce qu'en fait, ce que nous demande le monde en premier, c'est s'adapter au changement. C'est savoir tirer parti de manière intelligente, pour le coup, c'est-à-dire ruser les situations qui se présentent. Pour que ce soit plus concret, on peut penser aux deux exemples que donne Vernon, comme métaphore peut-être pour cette métisse. C'est les animaux, c'est le poulpe et c'est le renard. En fait, le poulpe et le renard, c'est des animaux qui permettent de comprendre la métisse, parce que le poulpe, il va s'adapter à la forme de la roche, il va changer sa couleur pour correspondre aux couleurs du fond, pour pas qu'on le voit. Et en fait, c'est cette idée de s'adapter au caractère ondoyant de la réalité, comme ça. Et le renard, parce que le renard, bah, il est rusé aussi chez nous, enfin je veux dire dans notre littérature, c'est clair, il est rusé parce qu'il sait retourner les attaques contre l'attaquant. Vernon passe un bon moment à parler de ce poisson-renard qu'on a appelé poisson-renard parce qu'il est capable de se retourner, mais vraiment, c'est-à-dire que son intérieur devient son extérieur. Du coup, si on le pêche, bah, l'hameçon, en fait, une fois que, mettons qu'il soit à l'intérieur du poisson, bah, le poisson se retourne et l'hameçon, bah, c'est terminé, il n'y a plus vraiment d'utilité. Donc ces deux animaux-là, ils servent à bien comprendre cette idée de métisse comme étant vraiment une intelligence spécifiquement humaine. Et c'est intéressant dans la pensée grecque, parce que d'après Vernon, elle se situerait vraiment avant toute autre pensée de l'intelligence. Donc avant tout autre rapport au réel
et surtout dans le rapport au réel qui nous invite à penser les machines, il y a celui-là qui est primordial, quoi. Donc, c'est bien qu'on en parle peut-être, de la crainte qu'on peut en avoir. C'est l'idée que malgré tout, c'est simple à dire, mais c'est nous qui concevons les intelligences artificielles. On les conçoit, et donc, les possibilités que l'intelligence artificielle montre et va montrer dans le futur, j'ai dit qu'on ne ferait pas de prédiction, mais j'en sais rien, parce qu'elle va montrer dans le futur, sont ceux dont l'homme est responsable. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, on le voit aujourd'hui, parce que éventuellement on est façonné par ces algorithmes que nous trouvons sur Internet, mais si nous sommes façonnés par les algorithmes, en première instance, c'est quand même nous qui les fabriquons, c'est quand même nous qui les concevons. Donc dans cette idée, on a une idée très importante, c'est l'entraînement de l'IA. Je viens d'en parler un peu avec l'idée du rapport en gros entre un algorithme et ce qu'on peut appeler le big data, c'est-à-dire la somme incommensurable en fait, de données que nous laissons sur Internet et qui sont capturées, mises ensemble, qui forment de grandes bases de données qui sont données aux IA pour qu'elles puissent examiner et en tirer les conséquences. Qui entraîne l'IA, c'est important parce que il y a une expérience très simple qui a été menée par Microsoft, c'est de lâcher sur Twitter une intelligence artificielle qui s'appelait TAY, T-A-Y, je ne sais pas comment on prononce TAY, peut-être, je ne sais pas. Et en fait, l'algorithme se nourrissait des choses qui circulaient sur Twitter, tout simplement. C'est-à-dire des messages qu'on lui adressait, des choses qu'elle pouvait voir à cet endroit-là. Et le gros problème, c'est que Microsoft s'est aperçu qu'en moins de temps qu'il n'en faut pour tweeter, son IA était devenue raciste, homophobe, antisémite, enfin, tous des trucs qui n'étaient quand même pas très bons pour l'image de Microsoft. Et donc, du coup, ils ont vite déconnecté TAY du réseau. Donc, ce qui veut quand même bien dire que là, nous avons, je dis nous, mais c'est l'histoire d'une IA qui a été entraînée par des hommes qui n'ont pas vraiment fait attention à ce qu'ils faisaient, ou alors qui ont pour le moins manqué de juger de responsabilité. Et on voit bien que du coup l'IA est devenue en fait ce qu'on en a fait, quoi. Et une des grandes manières de reprendre l'espoir dans l'IA, c'est qu'on en fasse autre chose. C'est-à-dire qu'on en fasse quelque chose qu'on entraîne correctement. Alors il y a même des propositions dont Laurent Alexandre, par exemple, se fait le relais en disant que peut-être est-ce qu'il faudrait entraîner les IA avec des moines bouddhistes. Mais en tous les cas, l'entraînement de l'IA, c'est capital en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on donne à examiner à l'ordinateur? Qu'est-ce qu'on lui donne à intégrer et en fait, qu'est-ce qu'on lui donne comme matière pour travailler? Et je parlais à l'instant de moines bouddhistes, c'est le troisième point de cette diapositive, c'est les rapports entre la morale et l'intelligence artificielle. Parce que on voit que dans cette idée de responsabilité que nous avons par rapport à l'IA, on voit qu'effectivement le concepteur a une responsabilité parce qu'il doit faire fonctionner techniquement la chose, l'entraîneur a une responsabilité, celui qui entraîne l'IA, parce que la qualité du codage ne suffit pas à donner une bonne décision, une bonne peut-être décision dans le sens moral du terme. Donc il nous faut travailler sur le problème moral, parce que si je parle par exemple d'automobile intelligente, si je parle de l'intelligence artificielle appliquée à l'automobile, comme je disais tout à l'heure, on tombe sur des choses, des problèmes qui font trancher. Notamment par exemple le problème passager ou piéton, c'est-à-dire si on est presque dans le problème du tramway, c'est-à-dire presque dans des choses qui étaient travaillées par les utilitaristes, mais le problème passager ou piéton, c'est l'idée que je suis dans une voiture intelligente, donc qui conduit toute seule, dans le sens peut-être de l'autonomie technique de tout à l'heure, et puis il se produit un événement qui implique que soit on choisit de protéger le passager, en l'occurrence moi qui conduis, soit protéger le piéton qui traverse et que je risque de renverser. Bon ça ce sont des problèmes moraux examinés par la philosophie, qui peuvent se formuler par exemple ainsi, est-ce que je dois sacrifier ma vie pour sauver celle de l'autre? Bon. Ce qui quand même demande 2 minutes de considération. Et du coup, avec l'IA, on prétend en fait trancher le problème. Parce que la voiture ne va pas se poser le problème au moment où elle va réagir. De la même manière, nous, si vous voulez, on n'a peut-être pas de réponse à cette question, mais on sait qu'au moment où on va agir, on va avoir une espèce de principe qui décide notre action. C'est-à-dire que la chose n'est pas forcément fixée dans notre tête.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pouvons dire oui, je sacrifie ma vie pour celle de l'autre, puis on pourra changer d'avis au fur et à mesure de voilà. Le problème de l'IA, c'est qu'il faut que ce soit décidé. C'est-à-dire qu'il faut que, si l'événement arrive, il faut que ce soit tranché. Donc un des gros problèmes de l'IA, qui fait que nous avons une grande responsabilité dans notre relation avec elle, c'est qu'il va falloir trancher des problèmes qui, pour nous, en philo, restent à caractère problématique, quoi. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des moyens de répondre. Oui, je sacrifie ma vie, ou non, je ne la sacrifie pas. Mais ces moyens restent un petit peu en compétition. C'est-à-dire qu'on peut quand même suspendre son jugement sur cette question. Bon, le problème de l'IA, c'est qu'il ne faut pas qu'elle suspende son jugement. Parce que des trucs comme ça, sur la route, ça arrive, quoi. Donc il va falloir quand même, là aussi, prendre un certain nombre de décisions qui demandent qu'on en discute, peut-être. Et que le débat soit un petit peu je dirais, riche et qu'il est mieux, quoi. Voilà pour ça. Ensuite, alors, l'idée suivante, c'est, dans nos rapports avec l'IA faible, comment on s'en sort? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour que, éventuellement, ça aille mieux? Alors, ce sont des propositions, hein, mais déjà, comme bien souvent en philo, c'est un petit peu la connaissance qui nous sauve, quoi. Et j'ai l'impression que, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, c'est un peu pareil. J'ai l'impression, moi, de constater, dans ma vie, que je ne maîtrise pas tout à fait mes pratiques numériques, que je ne maîtrise pas tout à fait ce que fait mon ordinateur et ce que font mes objets connectés, que je ne sais pas exactement ce qu'ils transmettent, en fait, que je ne sais pas exactement quels sont leurs niveaux de sécurité, que je me contente parfois du discours marketing qui consiste à dire voilà ce dont le logiciel est capable avant de savoir ce qu'il fait réellement dans ma vie comme opération. Donc en réalité, comme tout un chacun, je suis gêné par l'opacité de ce qu'on appelle les CGU, c'est-à-dire les conditions générales d'utilisation, c'est-à-dire le truc qu'on nous demande d'accepter avant d'installer, ce qu'on accepte sans jamais lire, au fond. Et le RGPD, tout ça, c'est génial, mais on ne comprend pas vraiment très bien de quoi il s'agit. Eh bien, peut-être faudrait-il faire l'effort. C'est-à-dire, peut-être faudrait-il connaître déjà ce qu'il y a dans un ordinateur, ce que c'est Internet, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est un pare-feu, je ne sais pas. Toutes ces choses-là qui, en fait, c'est pas nécessaire de les savoir quand on utilise un ordi. Voilà. Et le problème ici, c'est que peut-être il faudrait les connaître. Et c'est un peu le sens de ce qui se fait au lycée, au fond, parce qu'on a maintenant des options dans lesquelles le numérique est enseigné presque, quoi. C'est-à-dire, on a des options dans lesquelles certains élèves vont justement apprendre ce genre de choses, comment fonctionne un ordinateur, etc. Maintenant, si je ne me trompe pas, il y a quand même de l'algorithmique dans beaucoup de programmes de maths, voilà. Donc on est quand même sur la voie d'apprendre, voilà. Mais on est prêt à inonder tout le monde de tablettes numériques sans vraiment, au fond, savoir assez de choses là-dessus. Et il n'y a qu'à constater le niveau de formation des gens en informatique dans certaines entreprises aussi pour voir qu'il y a du travail aussi. Donc, alors après, cette connaissance simple, elle peut être une solution pour, je dirais, appréhender positivement les IA, mais il y a aussi une deuxième option qui est inscrire l'IA dans la culture, en fait, c'est-à-dire l'option dont parlait un petit peu mon collègue tout à l'heure quand il vous parlait de sentiments esthétiques, de quoi l'IA et des jolies choses qu'on peut faire avec les algorithmes de Google. La première chose dont je voulais parler, c'est le jeu. Parce que l'intelligence artificielle, ça concerne aussi les concepteurs de jeux vidéo. Parce que le joueur humain, il est confronté à l'ordinateur dans un jeu vidéo, pour autant qu'on se contente de parler de jeux vidéo où on n'est pas connecté avec d'autres joueurs. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre à jouer avec l'intelligence artificielle. Et alors c'est une expérience intéressante pour plusieurs raisons. La première, c'est que le but du jeu, c'est de la surpasser. Donc déjà, le but du jeu, c'est d'apprendre comment elle fonctionne, mais on n'est pas en train, quand on joue, on n'est pas en train d'analyser consciemment la chose, mais au fur et à mesure de l'expérience ludique, on arrive à appréhender ce que les joueurs appellent les patterns, par exemple, de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la manière dont l'élément non humain, le personnage non humain va se déplacer, comment je peux le toucher, tout ça. Donc déjà, ça nous oblige à connaître la chose.
Et puis, c'est une confrontation qui reste sur le mode bienveillant, c'est-à-dire dans le sens où si je perds, je recommence, je peux arrêter de jouer. Ça n'est pas, si vous voulez, une confrontation sur le mode conflictuel ou de la compétition que l'on peut trouver dans les discours alarmistes sur l'intelligence artificielle. J'ai pris cet exemple-là, c'est un jeu qui s'appelle Even Zero, d'un studio qui s'appelle Oslo Society. Qu'est-ce que c'est que ce jeu, justement? C'est un jeu dans lequel vous jouez un personnage qui arrive dans une station spatiale après un accident. Il est coincé, quoi. Et il ne peut faire que discuter avec une IA. Donc l'essentiel du jeu, en fait, c'est taper au clavier des choses pour parler à un ordinateur. Et là, on voit une forme un peu extrême d'intelligence artificielle dans le jeu vidéo, parce qu'on est en face d'une intelligence artificielle qui s'affirme comme telle. Et du coup, ici, on s'amuse un peu à faire des tests de Turing, c'est-à-dire on s'amuse à voir si il y a des questions que je pose qui n'ont pas de réponse, si je peux poser des questions... je peux essayer de poser des questions qui mettent un petit peu la machine sur une espèce de frontière, ou alors je peux tout simplement jouer, c'est-à-dire poser les bonnes questions pour arriver là où je dois arriver. Et du coup, ça fait partie des expériences intéressantes, parce que du coup, ça nous aide à appréhender, pour s'en libérer en fait, quelque part, les intelligences artificielles que nous pouvons rencontrer par ailleurs aussi, c'est-à-dire les chatbots, les trucs comme ça sur Internet, c'est-à-dire des choses qui nous parlent et qui ne sont pas humaines. On a aussi l'IA dans le monde de l'art, donc j'ai ici pas d'image puisque c'est l'image que l'on a vue tout à l'heure. Dans le monde de l'art, c'est pareil. Vous avez par exemple un film qui s'appelle Sunspring, qui est un film qui a été en fait scénarisé par une IA qui s'appelle Benjamin. Donc qu'a fait Benjamin? Il a mangé plein de scénarios de films de science-fiction. Donc il a mangé une quantité assez incroyable de données, et à partir de là, il a fait fonctionner son algorithme et il a créé un film, le scénario d'un film. Donc c'est disponible sur Internet, vous tapez Sunspring, vous le trouvez tout de suite. Et ce qui est très intéressant ici, c'est de regarder tout de suite à quel point les dialogues sont absurdes, mais à quel point nous, les humains, on reconnaît derrière les choses que l'on a vues. Et notamment, par exemple, dans ce film, il me semble qu'on voit quelque chose qui est la figure un petit peu du héros traditionnel, avec cette idée de je suis face à mon destin, comme Luke Skywalker devant le double coucher de soleil, tu vois, je dois sauver l'univers, mais en même temps, je me dis quand même que ma vie, je pourrais la passer à faire autre chose, et je réalise que je suis héros et que je dois sauver le monde. Enfin, ce genre de choses, on les voit un petit peu, on en voit des traces dans les dialogues. Mais en réalité, ce qu'on voit surtout, c'est que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça nous sert aussi à réaliser la faiblesse de l'IA. C'est-à-dire que ça nous sert à réaliser qu'il faut encore des gens pour créer des scénarios, des scénarii, comme vous voulez, qui ont du sens. Donc, en revanche, ce qui est pas mal dans cette expérience, c'est l'idée que l'humain accepte, en fait, le réalisateur, par exemple, accepte de tourner un film dont le scénario est produit par une IA. Donc il y a ici une forme de collaboration qui est intéressante. Et je pense que dans cette collaboration, il y a une manière de trouver un rapport à l'IA qui doit pouvoir être positif. Alors, dernier point en fait, ce serait, même si toute la conférence a quand même visé à montrer que c'est pas impossible mais très dur d'arriver à la possibilité de l'IA forte, on va quand même faire comme si on avait une IA forte en face de nous. Et là, on tombe sur quelque chose d'intéressant qui est un argument de Laurent Alexandre qui dit que rencontrer l'IA forte, ce serait la rencontre du troisième type, c'est-à-dire la rencontre en fait avec une forme d'intelligence qui ne serait pas humaine, c'est-à-dire un alien, quoi. Donc en fait, parler à une IA forte, ce serait un peu comme parler à un alien, parce qu'on aurait peut-être une forme de rationalité différente, on aurait une intelligence qui surpasserait nos capacités à nous. Mais si vous regardez par exemple tous les films où il y a des aliens, il y en a où c'est assez simple, c'est-à-dire que les aliens viennent nous détruire, donc il n'y a pas tellement de dialogue, c'est assez simple. Mais il y a quand même des films, dont Rencontre du troisième type par exemple, mais aussi Premier contact, entre autres, où les aliens viennent nous parler.
Et à ce moment-là, en fait, on a des films qui nous laissent voir des choses qui pourraient ressembler à nous rencontrant une IA forte. Et à ce moment-là, on aurait des choses à apprendre, certainement. C'est-à-dire, en fait, on aurait des choses à apprendre de la même manière que nous apprenons forcément des choses quand on se trouve devant l'altérité radicale sous forme humaine. C'est-à-dire que si je me trouve en face d'un Inuit, bon bah forcément d'emblée je vais apprendre des choses de lui puisqu'il est très loin de moi. Eh bien en fait l'IA forte serait quelque chose qui serait encore plus loin de moi que les hommes qui sont déjà loin de moi. Donc il faudrait voir comment ce genre d'expérience, ce genre de dialogue pourrait nous apprendre des choses. C'est ce que j'appelais la relation heuristique avec l'IA. Alors je ne sais pas trop si c'est une bonne expression, mais heuristique c'est cette idée de qui produit de la connaissance, qui est fructueuse, quoi. Donc est-ce que même dans l'hypothèse qui quand même est considérée comme beaucoup comme une catastrophe, hein, c'est-à-dire que la singularité technologique, vous trouvez des gens pour l'appeler de leur vœu, vous trouvez des gens déjà pour faire une église qui vénère l'IA comme un dieu, c'est-à-dire cette IA forte qui vient comme un dieu, c'est une église qui s'appelle Way of the Church, Way of the Future, c'est comme ça. Et en fait, si vous tapez Way of the Future sur Internet, vous allez avoir une page où on vous invite à rejoindre des gens qui s'apprêtent à vénérer l'IA comme un dieu. Donc vous avez des gens pour dire que la singularité technologique, il faut l'appeler ses vœux, mais vous avez aussi des gens pour dire que la singularité technologique est complètement effrayante, Stephen Hawking, Elon Musk ou des gens comme ça, et que donc il faut avoir peur, et que donc on serait forcément dans une relation à l'IA forte qui serait catastrophique. Là, peut-être qu'on aurait une relation qui pourrait se passer autrement, quoi. En tous les cas, je pense que la machine nous apprend, par exemple dans AlphaGo, l'exemple qu'a pris mon collègue tout à l'heure d'algorithme bottom-up, on voit une machine qui est étonnante parce qu'elle apprend à jouer, elle apprend les parties humaines, en gros, elle regarde les parties humaines, puis après elle joue contre elle-même, puis après elle joue contre un humain et elle le bat, et après l'humain, qu'est-ce qu'il fait? Il étudie les coups de la machine pour les comprendre. Donc il y a des gens aujourd'hui qui travaillent sur les coups que joue AlphaGo pour comprendre qu'est-ce qu'elle fait, quoi. Est-ce qu'elle est en train de bluffer? Est-ce que c'est une stratégie dont je ne perçois pas les tenants et les aboutissants? Donc ça veut bien dire qu'ici la machine nous pose un problème qui est intéressant à examiner, déjà du point de vue du jeu. Donc, si vous voulez, cette forme de dialogue montre l'intérêt qu'on aurait à collaborer avec l'IA, c'est-à-dire à l'intégrer à notre environnement d'une manière suffisamment positive, quoi. De toute façon, vous trouvez plein de gens pour dire qu'on peut pas revenir en arrière, hein, donc autant faire comme ça, je me suis dit. Et en fait, l'IA pourrait ainsi avoir un pouvoir révélateur de ce qui est encore en germe ou à découvrir dans l'intelligence humaine. Voilà. Si vous avez peut-être des questions, je ne sais pas.